On va rester, on a parlé de révolution numérique, on a parlé de vous, on a parlé de ruralité, on a parlé de l'humain qui est au cœur du changement. Et justement, c'est ce dont on va parler avec notre nouvel invité qui est Serge Tisseron. Donc je vais vous demander de l'applaudir. Voilà, Serge Tisseron, psychiatre, membre de l'Académie des technologies. Bonjour Serge Tisseron. Voilà, n'oublions pas l'humain et je vais vous laisser en parler car l'humain est important et l'humain est au cœur du changement. Bien, merci de cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous. Alors, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts pour suivre tout ce qui a été dit. J'ai l'impression que je vous en demande un de plus. Alors, deux bonnes nouvelles quand même. La première, je vais utiliser un PowerPoint. Donc, ceux qui auront moins envie de m'écouter pourront regarder ce qui est écrit. Et comme on sait qu'on a plusieurs formes d'intelligence, j'imagine que ça pourra en aider certains d'entre vous. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous allez voir que je vais recouper beaucoup de choses qui ont été dites. Et pas seulement des choses qui ont été dites, également des choses qui ont été montrées en images. Et je vous réserve même une petite surprise pour la fin. Alors, on a beaucoup évoqué la façon dont... Oui, on a beaucoup évoqué... Pour que vous restiez jusqu'à la fin. On a beaucoup évoqué la façon dont l'être humain utilise les technologies pour transformer le monde. Évidemment, vous faites ça tous les jours. On bricole aussi les technologies pour qu'elles nous aident à transformer le monde. Les technologies ne sont pas seulement fabriquées dans les laboratoires de recherche. On sait tous qu'il y a des technologies qu'on adapte à nos besoins. On est tous un peu bricoleurs des technologies, et tant mieux. Plus on les adapte, plus on les détourne, mieux c'est. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les technologies nous transforment. Et c'est justement ça que je vais essayer de vous montrer. Alors, on m'a donné un petit outil. Un outil. Alors. Ah, voilà. Alors, les technologies nous transforment et on va voir comment elles nous ont transformés très vite. On va voir qu'elles vont nous transformer encore plus demain. On va voir comment être un citoyen, un consommateur responsable, un parent avisé. Et puis vous verrez que les technologies ne tiennent pas la clé de tout, bien évidemment. Alors, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, comment les technologies numériques nous ont transformés? Déjà énormément. J'ai écrit un bouquin récemment qui liste une dizaine de domaines dans lesquels les technologies nous transforment. Ne vous laissez pas impressionner par le titre cyberpsychologie. Vous voyez, il y a un sous-titre quand même qui nuance pour ne pas prendre les robots pour des messies et l'intelligence artificielle pour une lanterne. Alors, je vais me contenter d'évoquer 4 domaines ici qui me paraissent importants par rapport à la vie professionnelle et à la vie familiale. Alors, tout d'abord, le modèle Wikipédia, transmission horizontale des savoirs, vous en avez tous entendu parler, plus seulement les savoirs balancés de façon verticale, construction collaborative. Ce qui me paraît intéressant, c'est une expression inventée dans les entreprises, fin de l'unité de commandement. Alors, fin de l'unité de lieu pour travailler, on peut travailler de n'importe où, fin de l'unité de temps, on peut travailler quand on veut. Fin de l'unité de commandement, n'importe qui, grâce à Internet, grâce à Wikipédia, peut en savoir plus que son chef désigné sur le domaine où son chef est censé en savoir plus que lui. Donc, conséquences sur la vie scolaire, elles sont assez évidentes. Donner beaucoup plus la parole aux élèves. Conséquences sur la vie familiale, sur la vie des PME, prendre beaucoup plus de décisions collaboratives. Et dans le domaine politique, évidemment, ça serait quelque chose aussi à généraliser. Deuxième grand domaine autour duquel nous nous laissons transformer, souvent à notre insu par les outils que nous utilisons, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Alors vous savez que les enfants aujourd'hui viennent au monde dans des familles où ils comprennent assez vite qu'ils pourront peut-être avoir plusieurs couples dans leur vie, voilà, et puis plusieurs employeurs, plusieurs métiers, changer peut-être de pays, voilà, alors moins certainement dans votre domaine que dans les autres domaines, mais c'est aussi quelque chose qui risque de se développer. Et de toute façon, ils comprennent aussi très vite sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo qu'ils peuvent non seulement avoir plusieurs vies successives, mais même plusieurs vies en parallèle, puisque dans les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, comme vous savez, on peut se faire passer pour qui on n'est pas, et c'est même le principal intérêt. Voilà. Beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui incarnent des personnages féminins sont plutôt des hommes. Quand on leur demande que c'était une vraie fille, ils disent toujours bien sûr, c'est pas vrai. Et sur les réseaux sociaux, quand vous êtes une fille, vous avez 14 ans, c'est pas très intéressant d'aller être sur les réseaux sociaux en étant une fille en ayant 14 ans. Il vaut mieux être une fille de 25 ou de 18 et de voir comment elle se fait draguer par les messieurs plus âgés. Ça apprend beaucoup plus sur la vie. Donc chacun va jouer sur les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, à avoir des identités multiples. Et c'est évidemment quelque chose qui va beaucoup modifier la vie sociale.
Alors sur la relation aux apprentissages, précisément, vous voyez, l'intelligence est moins linéaire, moins verbale linéaire, importance des images, importance de la mémoire de travail, être capable de synthétiser des éléments épars sur un écran, mais éventuellement des éléments observés dans la nature, en faire une petite synthèse, et puis des formes nouvelles d'attention qu'on appelle hyperattention, en concurrence avec l'attention approfondie traditionnelle, mais tout aussi importante. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a un double effort qui est mené dans le système scolaire. D'une part, apprendre aux enfants à se concentrer sur des périodes plus longues, et puis en même temps, inventer des nouveaux moyens éducatifs qui utilisent ces formes d'attention courtes. Donc les jeux vidéo, les réseaux sociaux, je m'aperçois que j'ai anticipé, j'en ai parlé avant, donc ce que je vous disais sur les identités multiples, qui a une conséquence importante, c'est le goût du théâtre, le goût de la mise en scène. Aujourd'hui, l'activité théâtrale est vraiment une excellente activité pour permettre aux enfants de faire valoir cette manière dont ils intériorisent très vite la possibilité de changer d'identité. Le numérique modifie les liens et la sociabilité, la possibilité pour chacun d'avoir son meilleur ami très loin de chez lui, voilà, voire même à la limite un meilleur ami qu'il n'a jamais rencontré en présence physique, mais avec lequel il partage beaucoup de centres d'intérêt. Et le fait que les centres d'intérêt, que les liens soient organisés aujourd'hui beaucoup plus par centre d'intérêt partagé que par proximité physique, a pour conséquence que dans les familles, si vous voulez garder des liens de proximité avec vos enfants, des liens d'intérêt partagés, il n'y a pas d'autre solution que de s'intéresser à ce qu'ils font. La proximité physique n'est pas suffisante aujourd'hui pour assurer une communauté d'intérêt. Tout ça a évidemment des conséquences sur la citoyenneté. On parlait des Pays-Bas, effectivement, c'est un pays qui est très en pointe là-dessus, des pays nordiques aussi, modification de la citoyenneté par l'utilisation des réseaux sociaux. Alors tout ça, c'est des choses qui ont déjà été changées avec quelques autres, mais les principales. Et comment l'intelligence artificielle, les robots nous transformeront demain? Alors tout d'abord, vous en avez entendu parler, des risques sur la vie privée et les libertés beaucoup plus importants, des objets de surveillance omniprésents, les nouveaux objets présentés comme de consommation courante, Alexa, Google Home. Et puis, jamais oublier quand même, derrière tout ça, le scandale de Cambridge Analytica. Comme vous savez, plus de 80 millions d'Américains répartis en 32 groupes en fonction de leurs données personnelles. Et deux de ces groupes, les névrosés et les angoissés, ciblés précisément par une entreprise spécialisée pour les amener à voter Donald Trump aux élections. Donc, scandale de Cambridge Analytica, dont il faut toujours se souvenir par rapport à l'utilisation de nos données privées. Mais un autre problème, c'est la création de filtres. Et il faut bien comprendre que le développement du numérique, et notamment le développement des robots de proximité, vont nous faire courir le risque d'être influencés dans nos choix les plus intimes de manière bien plus efficace encore que nous ne pouvons l'être aujourd'hui par Amazon ou par Google, être enfermés dans des bulles. Alors, risque sur les emplois, on en a un peu parlé. Les tâches répétitives, dangereuses, sales commencent à être actuellement globalement compensées par des robots. Si évidemment beaucoup de métiers vont être transformés par la robotisation, il va falloir évidemment prévoir des formations professionnelles répétées. J'entendais l'autre jour un économiste évoquer le fait que peut-être le statut des intermittents pourrait être généralisé à tout le monde. Il y a des périodes où nous travaillerions et des périodes où nous serions en formation et des périodes où nous attendrions un emploi. Question du revenu minimum universel. Donc tout ça, c'est des questions dont on entendra beaucoup parler. Risque d'une société inégalitaire, vous avez tous entendu parler de la singularité, et une question à ne jamais perdre de vue, que le progrès évidemment profite à tous, et je formule les choses de la façon suivante, toujours nous demander ce que nous pouvons faire ensemble avec l'IA, que nous ne pouvons faire ni ensemble sans IA, ni seul avec l'IA. Évidemment, ça va devenir un problème, une question qu'il va falloir toujours nous reposer. Et puis des risques propres aux robots, ce sont les projections anthropomorphes. Vous voyez ici, dans un laboratoire, un monsieur qui parle à un petit robot qui a 2 yeux, qui a une bouche. Alors, il faut bien comprendre que le développement de l'intelligence artificielle, le développement de la robotique, va nous amener à être confrontés de plus en plus à des machines qui vont non seulement répondre à nos questions, comme des machines traditionnelles pourraient l'être une fois qu'elles seront dotées de parole, mais qui vont pouvoir nous interpeller. Si quand vous passez à côté d'une machine à café, elle vous appelle par votre prénom, elle vous demande si elle vous sert un expresso comme d'habitude, ça va évidemment changer beaucoup la relation qu'on a avec cette machine à café. Et quand c'est une machine avec laquelle on travaille, encore plus.
Et l'être humain a toujours eu avec l'environnement une relation dans laquelle il a projeté ses émotions, ses pensées, ses sentiments. On croyait, il y a une trentaine d'années, hein, modèle Piaget, modèle Freud, que l'enfant était animiste et puis que l'adulte cessait de l'être. On sait aujourd'hui que nous avons tous dans notre cerveau des régions qui coexistent, hein, et puis des régions qui projettent massivement les pensées et les émotions sur l'environnement. Et puis ça, c'est plutôt les régions postérieures du cerveau. Puis une région frontale qui nous invite à prendre du recul, mais cette région frontale, elle ne se met en route que si on l'active, c'est-à-dire qu'on peut très bien fonctionner dans la vie courante en projetant constamment nos émotions, nos pensées, nos sentiments sur les machines. Et ces machines vont créer très vite une illusion de réciprocité puisqu'elles vont nous demander de les aider pour qu'elles puissent nous aider. On voyait bien le modèle, hein. C'est le modèle évidemment de la filiation. On aide des enfants à grandir pour qu'on puisse peut-être sur nos vieux jours ils puissent s'occuper de nous, si ce n'est plus eux, parce qu'il y a eu une époque quand même où c'était la fille dernière née, hein, comme vous savez, qui était condamnée à s'occuper du parent ou des parents restants. Mais aujourd'hui, ce sont des substituts, hein, sous la forme de jeunes filles travaillant dans des EHPAD ou faisant des visites à domicile. Donc la relation à la machine va évoluer de plus en plus sur une relation à un être humain. Et le problème, il a été dénoncé dès 1964-66 par Joseph Weizenbaum. C'est l'idée que on a beau savoir que ces machines sont des machines, on ne peut pas s'empêcher de penser d'une certaine façon que peut-être pour nous, elle manifesterait une compréhension exceptionnelle. Weizenbaum avait imaginé un ordinateur avec lequel on interagissait à l'époque en tapant du texte, en regardant sur un écran, et cet ordinateur, il l'avait conçu comme un thérapeute rogérien, c'est-à-dire quelqu'un qui reformule les questions. Quand le patient disait par exemple « je suis triste », la machine disait, comme un thérapeute rogérien, « ah bon, vous êtes triste ?» point d'interrogation, ou bien si le patient ne répondait rien, « pourquoi êtes-vous triste ?» ou « savez-vous pourquoi vous êtes triste ?» point d'interrogation. Le thérapeute, cette machine était également programmée, quand elle ne pouvait pas reformuler la question, pour dire « je vous comprends ». C'était assez étonnant, parce que quand elle ne comprenait rien, elle disait « je vous comprends ». Mais ça a eu pour effet que beaucoup d'étudiants qui avaient travaillé à programmer la machine avec Weizenbaum se sont mis à passer beaucoup de temps avec la machine. Alors Weizenbaum leur a dit « mais vous savez bien comment elle a été programmée quand même, on a travaillé ensemble ». Et Weizenbaum s'est aperçu que certains de ses étudiants lui disaient « ben oui, c'est vrai, mais on a beau savoir qu'elle est programmée, c'est nous qui l'avons fait, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'avec nous, elle témoigne quand même d'une intelligence très pointue et on a vraiment l'impression d'avoir une relation différente des autres usagers avec la machine. Donc c'est ce qu'on appelle depuis l'illusion cognitive, hein, le fait d'être dans l'illusion de croire qu'une machine puisse avoir des réactions humaines. Alors évidemment, pour les fabricants, tous ces problèmes ne se posent pas. Pour eux, ils veulent nous fabriquer des compagnons de vie. Mais alors pour les usagers, des nouveaux problèmes qui vont apparaître. Hein, le risque d'oublier que le robot est connecté en permanence. Si vous avez l'impression d'avoir affaire à une machine autonome, aucune machine ne sera autonome. Le vocabulaire de la robotique n'est fait que de mensonges. On vous parle d'intelligence artificielle. L'intelligence des machines n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. On vous parle d'empathie artificielle. C'est un véritable oxymore. Il n'y a pas d'empathie artificielle. L'empathie des machines, même si elle existait un jour, n'aura rien à voir avec celle de l'homme. On vous parle d'apprentissage, ce n'est pas les mêmes que chez l'homme. Et on vous parle d'autonomie, les machines ne seront jamais d'autonomie. Elles ne feront que gérer les programmes qui auront été introduits. Donc, risque d'oublier que le robot reste connecté en permanence à son fabricant. Et moi, j'ai une formule qui résume ça. Je dis, n'oublions jamais que quand nous parlons à une machine, l'homme qui parle à la machine, en fait, ne parle pas à la machine. L'homme parle à l'homme qui est derrière la machine. L'homme parle à l'homme qui parle à la machine. Et vous voyez, ce n'est pas seulement une composante possible de personnalité, c'est aussi lié à des publicités qui sont faites. C'est le patron de SoftBank Robotics présentant le robot Pepper à la presse en disant « Pour la première fois, je vous présente un robot qui a du cœur ». C'est évidemment de la publicité mensongère. Risque de croire donc que les robots éprouvent des émotions et peuvent souffrir. La même chose, c'est le risque, vous voyez, on a aussi un petit robot démineur et il a été montré que des soldats américains utilisant ces robots s'attachent à ces robots comme à des véritables personnes jusqu'à aller à se déprimer gravement si ces robots sont endommagés. Les mêmes études ont montré que ces soldats qui s'attachent à leur robot de cette façon-là lui donnent un surnom, le customisent, et il y a là toute une branche de la recherche aujourd'hui pour savoir jusqu'où il faut encourager ou dissuader le fait de donner un surnom à une machine qu'on utilise tous les jours, le fait de la customiser. Évidemment, si on lui donne un surnom, si on le customise, on est en plus grande familiarité avec elle, on travaille mieux, mais le risque, c'est de refuser le progrès technologique, de refuser que cette machine ne soit changée, parce qu'on s'y est habitué. Et donc, vous voyez, il y a tout un travail à faire sur trouver la bonne distance
distance, et puis risque de préférer le robot à l'humain, hein, évidemment. Les roboticiens parlent déjà de risque de robodépendance. Alors, face à tout ça, nécessité de rester un citoyen et un consommateur responsable. Donc, un citoyen responsable, alors, à mon avis, il faudrait que nous exigions de toujours savoir si nous avons affaire à une machine ou bien à un humain. Et ça ne va pas être facile. Vous avez peut-être vu sur Internet la vidéo Google Duplex, hein, où une machine une intelligence artificielle prend rendez-vous chez un coiffeur en faisant croire que c'est une dame. Donc elle a une voix féminine, l'intelligence artificielle, et elle demande au coiffeur s'il y aurait un rendez-vous, par exemple, le mercredi matin. Le coiffeur répond: ah non, madame, je n'ai pas de rendez-vous mercredi matin, mais je peux vous proposer vendredi après-midi. Et l'intelligence artificielle répond au téléphone: attendez, je regarde mon agenda. C'est quand même drôlement bien trouvé, hein, pour faire passer une intelligence artificielle pour un humain. Alors que l'intelligence artificielle n'a pas évidemment pas besoin de regarder son agenda. Donc il y a tout un bricolage, comment dire, tout un jeu là de roboticiens qui jouent à fabriquer des machines qui auraient de plus en plus la capacité de se faire passer pour un humain. Il faut savoir qu'au Japon, les choses vont plus loin, puisque le rêve de certains roboticiens, comme Hiroshi Ishiguro, c'est d'installer dans les grands magasins des hôtesses d'accueil dont les usagers ne puissent pas savoir, dont les clients du magasin ne puissent pas savoir si ce sont des robots ou des humains. Il faudrait s'approcher très près pour le savoir, mais au risque de se faire regarder de travers si la dame est effectivement une vraie dame. Donc beaucoup de gens ne le feront pas et risquent de repartir du magasin dans le doute de savoir s'ils ont eu affaire à un humain ou une machine. Exigeant de connaître nos données prélevées et leur utilisation, il y a un truc formidable, vous savez, en Europe, Règlement général de protection des données. Beaucoup de gens n'ont pas encore bien compris la conséquence pratique, c'est que dès que vous allez sur un site, vous voyez apparaître, comme d'habitude, le fait que le site utilise vos informations personnelles et vous demande d'accepter les cookies. Et puis, tout petit en bas à gauche, parce que la CNIL n'a pas dû obtenir que ça soit écrit plus gros, vous avez toujours quelques mots qui indiquent « Autres options ». Donc vous avez en gros un gros pavé qui indique « cliquez ici pour accepter les cookies ». Et puis vous avez des petites lignes toutes petites en bas à gauche, autres options. Cliquez sur autres options et vous pouvez déconnecter, vous avez le choix, vous pouvez déconnecter tous les logiciels qui piquent vos données et qui les exploitent. En général, ça laisse un accès totalement libre au site. Donc sachez-le. Alors exigeons aussi des robots qui favorisent la sociabilité et l'autonomie. Non pas des robots qui remplacent l'homme, mais des robots qui favorisent les relations entre les humains. Alors des robots qui remplacent l'homme, on en a déjà quelques exemples. La Hollande n'est pas le pays de cocagne non plus. Les robots qui sont introduits en Hollande chez les personnes âgées et qui se présentent comme des machines extraordinairement gratifiantes pour les usagers, du genre « Ah bon, vous êtes drôlement bien habillé, c'est pour me recevoir, comme cette robe va bien, et puis qu'est-ce que c'est beau chez vous, voilà. Oh, puis vous êtes bien coiffé, hein. Puis j'ai vu sur Internet que vous chantiez quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous bien chanter une chanson pour moi? Tiens, je vais vous mettre la musique du robot. » Voilà, donc c'est des robots téléopérés, hein, mais l'idée c'est qu'ils cessent d'être téléopérés au bout d'un moment. Et donc c'est ce que j'appelle les robots Nutella. C'est les robots qui vous flattent, avec l'idée que probablement les premiers chatbots, les premiers robots de compagnie, modèle Siri, hein, mais amélioré, Siri c'est un brouillon, Siri amélioré, ou Cortana amélioré, ce sont des machines qui vont nous inviter à raconter beaucoup de choses de nous, simplement en nous posant des questions très empathiques, hein, c'est-à-dire nous donneront l'impression qu'elles nous comprennent. Et c'est comme ça qu'on risque de passer bientôt de ce qu'on appelle une économie de l'attention, hein, c'est l'économie des réseaux sociaux qui vous harcèlent pour répondre ne serait-ce que j'aime ou j'aime pas quand un copain vous dit j'ai vu tel film, est-ce que j'aime ou j'aime pas, c'est des informations précieuses, hein, même si à nous elles nous paraissent élémentaires, recoupées avec d'autres, elles sont très précieuses pour organiser notre profil dans un ensemble de profils. Eh bien, ces machines, bientôt, vont recueillir nos informations, non plus par une économie de l'attention, mais par une économie de la confidence. Elles nous parleront gentiment, et elles nous inviteront à raconter un tas de choses. Et comme il a été montré que parler de soi, ça fait plaisir à tout le monde, beaucoup de gens ne se priveront pas du plaisir de parler d'eux à leur chatbot sans se rendre compte qu'ils fournissent une foultitude d'informations sur eux-mêmes et sur leurs proches.
Donc, exigence citoyenne, exigence de consommateur, pouvoir débrancher les machines à tout moment, évidemment, et puis refuser d'acheter des produits ou de services qui font de nous des consommateurs sous influence, hein, bien évidemment. Quelle que soit la fascination que peuvent exercer sur nous les premiers robots qui vont être mis sur le marché, eh bien peut-être qu'il ne faut pas trop s'empresser de les acheter, parce qu'il faut voir d'abord quels inconvénients nous pourrions en avoir par rapport aux avantages qu'ils nous fournissent. Être un parent avisé, alors comment préparer nos enfants? Alors beaucoup de choses, hein. Tenir compte, on va reprendre la relation au savoir, aux apprentissages, et deux autres domaines. Relation au savoir, développer la conviction de pouvoir être un acteur du monde. Ça veut dire, ça ne vous étonnerait pas, les tenir à l'écart des écrans avant 3 ans, parce qu'il a été montré quand même, parmi beaucoup d'autres choses, que les écrans avant 3 ans amènent l'enfant à être un spectateur du monde, plus qu'un acteur du monde, et puis passer des contrats avec eux, valoriser les échanges, valoriser les débats. N'oubliez pas, modèle Wikipédia, hein, certains enfants assez tôt peuvent avoir sur certains domaines une bonne connaissance, sans compter qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur les technologies numériques que nous apprendrons plus vite en leur posant la question qu'en cherchant la réponse sur Wikipédia. D'ailleurs, j'ai proposé dans le cadre scolaire que tous les enseignants se choisissent un coach numérique parmi les élèves les mieux informés sur le numérique. Comme ça, quand l'enseignant entend parler de Momo, il demande à son coach numérique qui est Momo. S'il entend parler de Snapchat, il demande qu'est-ce que c'est Snapchat, il est informé tout de suite. Voilà, tenir compte de la nouvelle relation aux apprentissages, je vous l'ai dit, hein, importance omniprésence des images. Donc, il faut développer les deux formes d'intelligence, intelligence visuelle et intelligence narrative. Les écrans, c'est formidable, pas moi qui vous dirais le contraire, tout au moins après 3 ans, ou surtout après 6 ans en fait. Mais en revanche, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une forme d'intelligence que les écrans ne développent pas du tout, c'est l'intelligence narrative. Comment faire pour la développer? C'est très simple, vos enfants ont passé 1 heure, 2 heures devant les écrans, peu importe ce qu'ils ont fait, vous leur dites très gentiment, dis donc, on a passé du temps devant les écrans, ça devait être drôlement intéressant. Est-ce que moi, j'ai pas eu le temps, hein, j'avais le repas à faire, je sais pas, j'avais même la comptabilité, voilà. Eh raconte-moi un petit peu, fais-moi en profiter. Qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que, voilà, quel jeu tu as joué aujourd'hui avec des copains que je connais pas, voilà. Et donc, vous encouragez l'intelligence narrative. Le but, c'est pas de contrôler, hein, parce qu'à la limite, ils peuvent vous raconter autre chose que ce qu'ils ont fait si vous n'étiez pas là. Mais l'important, c'est de développer l'intelligence narrative. Si un enfant est capable de vous faire croire qu'il joue tous les jeux à un jeu vidéo alors qu'il joue en fait à un autre, eh bien soyez sûr qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour lui, il saura se débrouiller dans la vie. Donc c'est l'intelligence narrative qu'il faut développer. Encourager la fabrication d'objets multimédia, texte, images fixes, images animées, etc. Apprendre le langage de la programmation, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de la nécessité de ça. Demain, les machines parleront un autre langage que celui qu'elles parlent aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas de leur apprendre le langage avec lequel ils parleront aux machines toute leur vie. Beaucoup ne parleront pas aux machines. Mais en revanche, ce qui est important, c'est de comprendre la logique selon laquelle on parle aux machines, qui est une logique numérique algorithmique. Alors tenir compte de la nouvelle relation à l'identité, mais encourager les débats et les controverses. Activité théâtrale, hein, que j'ai cherché à développer avec l'activité Jeu des 3 figures de la maternelle au collège pour développer l'empathie. Tenir compte des nouvelles formes de sociabilité, apprendre à faire des critiques constructives, voilà, puis à développer chez nos enfants la curiosité de la multiplicité des points de vue. Vous savez que l'empathie a plusieurs dimensions. Il y a d'abord l'empathie émotionnelle, pouvoir repérer l'émotion d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste. Il y a l'empathie cognitive. Je comprends que tu es content et je comprends pourquoi tu es content, même si ce qui te rend content, moi, ne me rendrait pas content. C'est l'empathie cognitive qui est pas émotionnelle du tout. Puis la troisième dimension de l'empathie, c'est je vois que tu es content, par exemple, je comprends pourquoi tu es content, moi, ça ne me rendrait pas content. Mais si j'étais à ta place, si j'aimais autant cette chose que toi, ça me rendrait aussi content que toi. Ça, c'est l'empathie complète. Et puis, développer les politiques publiques de soutien à la parentalité. Alors, c'est très important. Et on recoupe ici les images qu'on a vues au début de cette réunion. Vous vous rappelez qu'on a vu des dames en train de faire du tricot, on a vu des enfants en train de dessiner, on a vu des enfants en train de faire du théâtre. Eh bien, les technologies ne tiennent pas la clé de la relation, bien que les fabricants veuillent parfois nous le faire croire. Donc, favoriser une législation qui permet aux parents de passer du temps avec les enfants, c'est vraiment prioritaire, hein, si on veut éviter
que les enfants soient de plus en plus élevés par des objets technologiques, ce qui aurait des conséquences évidemment catastrophiques à la fois sur la construction de leur identité et sur leur vie sociale. Favoriser des plans d'aménagement. Alors vous, ça vous concerne peut-être moins parce que vous avez la chance de vivre à la campagne, mais dans les villes, voilà, intégrer la nature, intégrer le jeu. Vous savez, si les enfants passent plus de temps sur les téléphones mobiles, il y a deux explications possibles. La première, c'est que ce sont des outils fascinants qui les scotchent et qui les dissuadent de sortir dans la rue, se rencontrer pour de vrai. Mais il y a une autre explication avancée par beaucoup de sociologues, c'est que comme il y a de moins en moins de lieux de rencontre physiques possibles pour les adolescents, eh bien, ils se replient sur leur communication à travers les réseaux numériques. Et puis encourager le dialogue intrafamilial. Ne croyez pas que les logiciels de protection des enfants sont utiles. Il est toujours utile de les mettre, bon, et puis de dire aux enfants qu'ils ne servent pas à grand-chose. Comme ça, on joue sur les deux tableaux. On utilise la technologie, on dénonce la prétention de la technologie à résoudre tout. Non, les enfants ont besoin de mettre du sens, hein, tout petit déjà. On a évoqué l'importance du sens, ça commence chez les enfants. Besoin de mettre du sens, besoin d'acquérir l'autocontrôle. Et tout ça, mais ça ne se fait évidemment qu'à travers le dialogue intrafamilial. Alors pour conclusion, des technologies, toujours poser la question, au service de quelle valeur, hein, et hélas, beaucoup de technologies nous sont vendues avec l'idée de devenir plus puissants, plus compétitifs, plus conquérants. Hein. C'est un modèle que nous connaissons bien dans notre société capitaliste libérale. Et puis, il faut réfléchir à d'autres utilisations possibles à chaque moment, des outils numériques pour nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes, de mieux nous connaître les autres et de mieux nous engager dans des tâches collaboratives. Voilà, merci de votre attention. Merci Serge Tisseron.